Ça, c'était une entrée pour un peu nous réchauffer, nous mettre sur le registre de l'histoire, nous regarder qu'on ne part pas de rien. Mais la raison pourquoi on faisait ça, c'est avant d'entrer au retour du dîner dans des discussions sur l'avenir, on utilise ce qu'on a, on s'assoit sur ce qu'on a, on s'appuie sur ce qu'on a, on a les deux pieds sur les ressources, les réseaux, l'expérience, l'expertise qu'on a. Mais quelles leçons on tire? Peut-être que la dernière remarque est une des leçons. Là. Gardez en tête que l'éducation des adultes, c'est pas toujours positif, noble, humaniste, etc. Il y a de l'embrigadement, il y a de l'endoctrinement et voilà. Donc, quelles leçons on tire du passé? Puis qu'il faut garder en tête quand on va discuter de l'avenir. Le passé très récent, là, le panorama des 20 dernières années qui a été fait tout à l'heure par Pierre et de ce type-là. Aussi, on regarde aussi de constater que oui, l'éducation populaire s'est réincarnée de toutes sortes de façons, entre du temps des patriotes et une approche dans un référent marxiste dans les années 60-70 à le mouvement étudiant de 2012, à comprendre les gaz de schiste dans sa cour, à l'échangeur Turcot tombe à terre, on m'exproprie, c'est quoi mes droits? L'éducation populaire a pris le rythme de son époque. Avec ses moyens de son époque, là, et le mot éducation populaire aussi résonne différemment. Et les forces sur lesquelles on peut compter. Ça, c'est surtout un élément important. Les leçons, c'est nous dire qu'il faut faire attention à ne pas oublier que les bons coups, les mauvais coups, mais surtout les forces, parce qu'on veut construire positivement l'avenir. C'est l'angle de nos discussions d'après le dîner. Donc, ces forces-là sur lesquelles on compte, quelles sont-elles? Ce qu'on met sur la table pour pouvoir agir dans la suite des choses. Quelles sont ces forces? Jusqu'ici, sur le dîner, c'est ce qu'on veut placer là. Il y a eu des éléments tout à l'heure qui touchaient un peu à ces thèmes-là. Leçon par rapport à la crise économique de 80, son effet sur les politiques d'employabilité, les forces sur lesquelles compter, parce que ça a aussi peut-être été un contexte où l'économie sociale est apparue, les groupes communautaires de développement de l'employabilité sont apparus. Ces forces-là. Ce que l'ICA constate, c'est une question qu'on se pose, mais elle n'est jamais évidente à gérer. Il y a une très grande diversité en éducation des adultes et l'ICA essaie d'être un forum où cette diversité-là se rencontre. La dernière intervention pour ce forum-ci, une des dernières interventions, on a invité des réseaux qui souvent ne se considèrent pas dans le monde de l'éducation des adultes, personnes handicapées, santé, éducation aux lois, éducation à l'environnement, mais qui pour nous en font. C'est un peu ça l'avenir, cette espèce d'éclatement en dehors de la famille, entre guillemets, traditionnelle, scolaire, communautaire. Il y a de plus en plus de groupes qui font du développement des connaissances et des compétences des adultes. Puis quand je les interpelle, puis je les invite à un événement en éducation des adultes, ils me disent « je ne fais pas d'éducation des adultes ». Bien, je dis « bien, vous formez des adultes? Oui, OK, on va tasser le mot. C'est pas le mot qui est important. C'est le fait que devant vous, vous avez des adultes et vous contribuez à développer leurs compétences. Donc, si on s'entend là-dessus, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de citer Paulo Freire. Vous pouvez citer le logiciel libre si vous voulez. Vous pouvez citer communauté de pratique, ça ne me dérange pas. C'est ça, maintenant. Mais cette diversité-là fait face au défi d'où bien on reste tout le monde dans notre coin parce qu'on a tellement des niches, on est tellement spécifique, on a tellement nos clients que c'est correct. Ce qu'on fait là, c'est correct. Mais comment la mettre ensemble? Et le rapport de la commission Jean en parlait en 80, le décloisonnement. Il y a un chapitre, c'est un mot qui revient transversalement. Donc, quelles leçons? Ne pas oublier ceci, penser à cela. Il y en a quelques-unes dans la trame. Là. Le rôle des mouvements sociaux comme force pour la revendication, là, pour l'éducation, mais aussi pour former le monde, leurs militants, l'éducation syndicale, etc. Le mouvement des femmes, plus récemment le mouvement écologiste, environnemental, qui a formé des citoyens qui n'étaient pas contre les gaz de schiste en partant, qui se demandaient juste c'est quoi, qu'est-ce que ça fait dans ma cour. Puis ils sont peut-être devenus contre après. Puis voilà, donc la prochaine heure est là-dessus. Vous pouvez les prendre, les mélanger, c'est pas grave. Là. Les leçons puis les forces. S'appuyer sur ou faire attention à. Non, au micro. On reste en plénière, excusez. Oui. Ah, alors.
Désolé, petit la lacune d'animation. On est toujours en plénière, mais je pensais que vous étiez en train de vous donner une minute à réfléchir vous-même, là. Mais on reste ensemble, on reste ensemble. Moi, mon nom, c'est Steve Pinsonneau, mais dans le fond, une des choses que j'ai remarqué de tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est pas mal d'accord, c'est qu'il y a une grande diversité, autant historique, mais aussi dans nos classes. Le changement se fait. Il y a juste 10 ans, quand j'ai commencé, c'était pas mal plus des adultes. Maintenant, c'est plus des 16, 19 ans ou 30 ans. Fait que justement, on peut miser là-dessus, justement, sur la diversité pour, justement, se dire, bon, ben, on peut juste les mettre en randonnion puis faire comme il y a 30, 40 ans. On peut aussi changer nos pratiques pour justement s'adapter à eux autres puis essayer des choses. À la limite, au pire, on va se planter, mais ça se peut aussi qu'on trouve des super bonnes idées puis qui fonctionnent, mais il faut oser le changement, ce qui est pas nécessairement sécurisant pour tout le monde, mais c'est quand même ça qu'il faut faire. Puis en misant là-dessus, puis en misant aussi sur les sites comme Alexandrie, sur le travail collectif, au lieu de faire tout chacun notre job à notre place, puis la répéter 10 000 fois, mettons, parce qu'il y a 10 000 centres, bien, si on pouvait se mettre ensemble puis se partager le travail au lieu de s'alourdir, ça serait quelque chose aussi qui pourrait être intéressant, justement, pour le futur, ce qui n'est pas encore tout à fait là. Il y a quelques centres qui le font. Il y a souvent, quand on va regarder sur Alexandrie, il y a quelques noms qui reviennent souvent, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est bien soulevé parce que j'ai placé diversité sous l'angle des lieux, mais aussi la diversité des apprenants qui sont peut-être dans une activité ou dans une classe. Puis Alexandrie, si je le reformule, là, la force sur laquelle compter, c'est est-ce qu'on réinvente la roue chacun dans notre coin ou on peut utiliser les nouvelles technologies pour se donner des sites web qui emmagasinent, dans ce cas-là, c'est des activités, des situations d'apprentissage. Mais est-ce qu'on partage bien toute cette expertise qu'on a ou plusieurs réinventent la roue seuls dans leur coin? Oui? Il était avant moi. OK, excusez. Moi, je trouve que c'est une erreur de lâcher prise sur l'andragogie. Moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai commencé dans les années 82, on s'est battu pour démontrer que ce qu'on faisait, c'était pas de la pédagogie. Il y avait quelque chose de plus. On a affaire à des adultes. Il faut regarder ce qu'ils ont vécu. Il faut discuter avec eux d'égal à égal. Il faut être pragmatique. Il faut être... Tu sais, c'est pas pareil comme un... Puis si on... Je sais pertinemment, par contre, c'est pour ça que moi j'appelle ça comme ça, on fait aussi de l'andra-pédagogie. On fait les deux dans une même classe, ou peu importe où. Mais si on perd de vue l'andragogie, je trouve que on se trompe. Parce que ça ouvre l'esprit, ça. Ça ouvre sur les programmes qui ne sont pas le français, les mathématiques, puis tout ça. On travaille avec des gens qui ont une vie sociale, qui sont des travailleurs, ou ils l'ont déjà été. Si on revient à la pédagogie, bien, non, c'est pas là, ça. Ou en partie, il n'y a pas de vécu là-dedans encore. Ou peu. Moi, je pense que c'est important de se placer dans cette perspective-là, puis de se battre pour y rester. Pédagogie, andragogie, là, pour la différence, cette idée qu'on n'enseigne pas à un adulte et un adulte n'apprend pas comme on enseigne à un jeune et comme un jeune apprend, donc pédagogie, andragogie. Ouais. Puis là, si on le prend sous l'angle technique des programmes qui forment des pédagogues, c'est quelque chose qui s'effrite. Là. Je me pose encore la question, est-ce qu'il y a une université qui offre toujours un bac ou un mineur, ou il y a peut-être un cours sur l'andragogie ou une partie de cours à l'intérieur d'un cours, d'un bac en enseignement? La dernière chose, c'est que si effectivement, à partir de 2015, ce que monsieur disait tantôt, ce que vous disiez tantôt, j'étais parfaitement d'accord avec vous. J'étais un peu sur les équipes qui travaillaient là-dessus. J'étais fondamentalement, contre l'idée de rejeter l'idée que les mathématiques, c'est un outil pour comprendre quelque chose. C'est ça qui a frustré bien des profs. De passer, dans le fond, du fait que j'enseigne les mathématiques comme un pédagogue. J'ai les mathématiques. Moi, oui, je sais que tu les as, mais c'est pas ça qu'on te demande. On veut que tu montres aux gens à utiliser cet outil-là, le français, l'anglais, pour résoudre effectivement ce qu'ils vivent dans la vie. Mais en élevant le niveau culturel, pas juste dans une pratique,
Comprenez-vous? Mais ça a été effectivement lâché. Puis je pense que c'était à reprendre, effectivement. Il faut arriver à cette possibilité de voir les interrelations qui existent dans l'ensemble des programmes. Tantôt, il parlait d'ISP, c'est vrai. À l'époque, service d'entrée en formation, c'est un programme important. Les gens arrivent au secteur des adultes, ils ont passé 11 ans dans un système où peu importe, puis on les accueille. Bien, c'est le temps qu'on les accueille, c'est là où on a une prise sur eux un peu, parce qu'on est capable de leur expliquer ce qu'on fait. Puis leur engagement aussi, parce que c'est pas juste de faire, je sais pas moi, l'animation, mais il faut que la personne, l'adulte s'engage dans ce qu'elle veut faire. Voilà. Il y a un peu on a vécu un cycle de réforme là, dans les derniers 10-15 ans. Il y a de multiples leçons, bons coups, mauvais coups, sur les principes, OK, implantation, bémol, etc. Là, il y a tout un univers de leçons. Parce que si on ouvre vers l'avenir, si on se pose la question de l'éducation des adultes au 21e siècle, quelle sorte de changements importants ou non il faut apporter. Si ces changements-là sont importants, là, il faut tirer leçon de l'implantation de 95 à maintenant. Il y a d'autres aussi, de la réforme parent. Là. La réforme parent a parti d'un cycle aussi d'une quinzaine d'années de réforme, là. De tirer leçon des bons coups, mauvais coups de ces opérations-là pour dire, bien, par rapport au 21e siècle, s'il y a des changements majeurs à faire, il faut s'appuyer sur ces expériences-là pour bien les faire. Bien, moi, je pense que dans les leçons à tirer du passé, c'est que dans les organismes externes, dans toute organisation communautaire, parce que moi, je porte aussi le chapeau de président de coopérative de solidarité, un marché public, dans le fond, qu'on fait plein de choses. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans tout organisme communautaire, on a coupé le financement récurrent à la mission pour donner des financements au projet, ce qui fait en sorte qu'il s'est créé une compétitivité entre les organismes pour réussir à aller chercher le plus les projets. Puis les organismes se sont vraiment alignés vers une quête absolue d'aller chercher la subvention et vont faire les projets en fonction des critères de la subvention plus qu'en fonction de la mission de l'organisme. Donc, comment est-ce que je peux aller chercher cette subvention-là? Donc, je pense que c'est intéressant, déjà, quand Pierre Dorion en a parlé, de voir comment est-ce que l'éducation aux adultes peut aider à regrouper, je dirais même à stabiliser une partie de ces organismes-là. Fait que ça, c'est déjà super intéressant. Donc, c'est une leçon à tirer du passé de peut-être couper ce financement-là qui crée une surenchère entre les organismes, puis voir comment est-ce qu'on peut revenir avant. Puis les forces sur lesquelles on peut compter, qu'on oublie beaucoup, c'est le béton. Hein? On a des édifices qui existent, on a des locaux, il y a tout un arsenal. Moi, je parle au niveau des écoles des adultes qui existent, d'édifices, de locaux, donc de possibilités d'habiter ces locaux-là peut-être différemment, de les ouvrir. Comme nous, dans notre région, on n'a pas de cours du soir, on n'a pas de cours d'éducation populaire, mais on a des organismes qui font, comme vous mentionnez, des cuisines collectives, des rencontres sur l'environnement, puis tout le kit. Ben, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça, justement, à ces locaux-là, à ces lieux-là, pour redéfinir les lieux et la façon d'utiliser, d'habiter et de faire rayonner ces lieux-là, dans le fond? Très intéressant parce qu'une force qu'on a, la force matérielle, si on additionne puis qu'on continue d'additionner, on peut mettre le mouvement syndical, ses locaux, on peut mettre, etc., puis les formateurs dans tout ça, puis toutes les ressources, c'est colossal. Si on faisait une assemblée générale de tout le monde dans la même salle, avec tous les locaux, tous les budgets, tous les formateurs, tout le matériel pédagogique, tout ça, puis on mettait tout ce monde-là, puis tout ça dans la même salle pour dire qu'est-ce qu'on fait dans les 10 prochaines années avec tout ça. Imaginez, là, c'est même dur à visualiser, là, à quoi ça ressemblerait la salle en question. Mais ça, c'est des ressources qui existent. L'autre partie de la question a été touchée, là, cette espèce de leçon à tirer des contraintes ou des modes de financement. On va l'appeler de même général pour qu'on aille plus facile. Les leçons à tirer des modes de financement, ceux qui ont suscité, ceux qui réfrènent l'action, ceux qui aident, ceux qui, au contraire, fragilisent plus les organismes.
Ça, il y a tout un univers là, à tirer pour dire si on imaginait de nouveaux modes de financement ou des modes de financement différents qui respectent à la fois l'exigence d'imputabilité des fonds publics, puis à la fois le fait de ne pas être au jour le jour sans arrêt. À quoi pourrait ressembler ça en tirant leçon, parce qu'on en a des expériences depuis les années 70 sur les modes de financement. Là. Il y a comme un bon bassin d'échantillons là, pour tirer des constats. Puis le premier, il est très intéressant. La force collective, sans faire slogan, là, mais toutes les ressources de tous les groupes imaginés dans une action commune d'éducation. Ce que les mouvements sociaux ont fait, la Marche du pain et des roses, partout au Québec, a formé des femmes à faire des PV, à faire des réunions, a utilisé des ressources matérielles et physiques de plusieurs acteurs sociaux de toutes les régions du Québec pour soutenir une infrastructure d'éducation politique ponctuelle. Mais si on l'imaginait permanente, ou peut-être ponctuelle, c'était une bonne leçon. C'est des interventions épisodiques aux décennies. Oui. Oui. Moi, je voudrais faire remarquer que la structure au niveau des adultes est bien différente que celle du secteur jeune. Et on a souvent tendance à l'oublier. Et là, on veut quasiment qu'on fasse comme ce qu'il y a au secteur jeune. Ça, je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais mieux qu'on garde ce qu'on avait avant. Parce que nous, à l'éducation des adultes, on a des entrées continues, des sorties variables, des gens qui s'absentent. C'est pas la même chose qu'au secteur jeune. Puis quand j'entends... moi, j'ai toujours fait en sorte que mes élèves vivent dans le concret, puis je leur apprenais les mathématiques versus le concret de la vie, versus les situations de la vie. Malheureusement, ce qui se passe avec les tâches, les compétences et tout, les élèves, ils sont carrément découragés. On voit des affaires en secondaire 3, c'est inimaginable. J'avais dernièrement un problème, là. Une pyramide dans un cylindre, dans un cube. Mais je m'excuse, là. Quand vient qu'on me dise que c'est... Non, ça marche pas, là. Et je le constate et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que quand on fait un gâteau puis on met de la poudre à pâte, si on oublie d'en mettre, il ne lèvera pas le gâteau. Mais si, mettons, que c'est arrivé au secteur jeune, puis on fait la même affaire au secteur adulte, il n'en lèvera pas plus. Il faut qu'on soit différent. Et je pense que ça, c'est une force. Et malheureusement, elle est en train de tomber. Et on voit nous, où je travaille, là, on a 3 enseignants qui ont été en surplus en juin, qui ont été obligés d'aller ailleurs parce qu'il y a une baisse de clientèle. Et il faut s'interroger. Il faudrait peut-être faire des statistiques et tout ça. Parce que moi, là, quand j'entends des personnes... Et j'ai de la misère avec ça. Je veux bien, là, des CV, tout ça, le budget, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand et les tâches sont de plus en plus complexes et les élèves ont de la difficulté parce que c'est pas... écoutez, souvent, qu'est-ce qui va arriver? Si je fais un patio, bien, je vais appeler un contracteur puis je vais dire, bien, viens faire le patio. Justement, je peinturais mon patio puis je me disais, bon, bien, j'ai pas compté combien la superficie pour savoir combien de pots de peinture j'avais besoin. Et si m'en manque, je vais retourner au magasin. C'est comme un peu... Je veux bien là, qu'on soit apte à vivre, mais moi, j'ai pas eu besoin de faire des projections orthogonales puis tout pour... Mais c'est ça là, qui nous montre de plus en plus et je trouve que tout ce que ça fait, c'est que les élèves ont de la difficulté et ils sont découragés et ils ont tendance à abandonner. Il faudrait se re-questionner pour garder nos forces, justement. Il y a beaucoup de choses dans votre intervention. Si on le regarde largement, je trouve que le débat autour depuis 40-50 ans, on a pas mal tous passé par l'école scolaire des jeunes au Québec, pas mal. Donc, c'est très profond comment ça influence notre vision de l'éducation, et parce qu'on a tout ce référent-là commun. Même en entreprise, les gens s'attendent qu'un spécialiste soit à l'avant, puis qu'il soit tout assis, puis qu'il se fasse parler, puis qu'après... Et donc, ce bout-là, maintenant, on a cette leçon-là à tirer, que l'éducation, c'est très diversifié, pas juste scolaire, mais vu qu'on a tout passé par le scolaire. L'autre partie qui est intéressante, le débat sur l'approche individualisée à la FGA.
À l'origine, c'était de faire de l'andragogie, parce que quand dans les années 60, cette implantation-là de l'approche individualisée, elle venait du monde de l'éducation des adultes. Elle n'était pas cours magistrale. Maintenant, elle est dans un autre environnement. Certains la remettent en question parce que les élèves sont plus jeunes, en bas de 20 ans. Est-ce que c'est une bonne approche? Mais c'était une innovation pédagogique de l'éducation des adultes intégrée dans le monde scolaire. Mais maintenant, dans l'environnement d'aujourd'hui, il y a un questionnement sur cette... et là, on peut voir quelles leçons on tire. Est-ce que les innovations hors scolaire qui rentrent dans le scolaire, on pourrait imaginer l'autre boucle, les innovations scolaires qui rentrent dans le communautaire, comment on réussit à promener d'un milieu à l'autre des innovations et à les faire vivre? Parce que cette expérience-là, autour les jeunes et les adultes, là, il y a tout un débat, à la FGA, entre autres. On pourrait l'élargir aussi. Quelles leçons tirons-nous de cette diversification-là des populations étudiantes? Formation en entreprise, des travailleurs plus jeunes, travailleurs plus âgés. Dans le monde communautaire, il peut y avoir 3-4 générations dans une activité d'un groupe d'éducation populaire. Comment on réussit à mettre ensemble les gens, les élèves, pour faire du pouce sur la première intervention? Je peux aller, je vais alterner le micro. Allez-y. Bonjour, Marie-André Garand, conseillère pédagogique à la formation professionnelle. J'aimerais faire du pouce sur ce que Madame a dit par rapport à la FGA. En FP aussi, je trouve que c'est dommage, mais les plans, les PEVR pour 2020 jusqu'en 2022 ne sont pas représentatifs des adultes. Ce sont des mesures qui sont mises sur les jeunes de moins de 20 ans. Et je trouve en même temps qu'il y a une déconnexion entre la communauté et les adultes. Il me semble qu'ici, on a un beau bassin de personnes qui sont impliquées dans cette problématique-là. Puis c'est davantage, je dirais que la situation, la problématique, c'est nous qui l'avons dans les mains ici, puis c'est pas représenté au niveau du ministère, c'est pas représenté dans les besoins actuels. Donc, je trouve que c'est un beau terreau fertile pour justement lancer des idées, lancer une façon de faire pour inclure les adultes dans la formation continue. Donc, moi, en FP, l'AFP, c'est la FGA. On est les qualifiants, on qualifie des adultes dans un marché du travail en constante évolution, puis c'est de la formation continue. Et il y a cette non-continuité dans les mesures que je déplore. Donc, c'est ça. Il y a quelques interventions qui semblent toucher à une idée, une leçon à tirer, que je vais dire comme ça, là, avec tous les défauts d'un résumé. Sommes-nous en train de, avec les changements des dernières décennies, sommes-nous en train de perdre l'éducation des adultes sous l'angle de l'andragogie ou sous l'angle de, comme vous le soulevez, dans les populations étudiantes, dans le monde scolaire, où il y a comme quelque chose qui semble tourner autour de ça, là, l'éducation des adultes, au-delà le slogan, là, sommes-nous en train de la perdre à quelque part? Oui. Bien, à propos des leçons à tirer du passé, moi, il me semble qu'une des leçons qu'on devrait tirer, c'est que quand il y a un changement, par exemple, une réforme, on appelle ça un changement, bien, quand on le fait trop vite, on se plante. Alors, peut-être que formation tout au long de la vie, ça devrait être aussi implantation de la pédagogie tout au long de la vie, parce qu'il y a des recherches qui peut-être pointent aujourd'hui même, au moment où on se parle, en neurosciences, qui vont nous faire comprendre qu'il y a des façons différentes de faire de l'enseignement, par exemple. Donc, il ne devrait pas avoir une réforme aux 10-20 ans, il devrait plutôt y avoir une réforme continue qui tient compte de la réalité des gens qui sont là, c'est-à-dire les apprenants puis les enseignants, qui sont en transformation en même temps qui professent puis qui sont étudiants. Moi, j'ai enseigné de la garderie jusqu'à l'université à tous les niveaux. Puis je n'ai pas vu de grande différence parce que c'est l'être humain qui évolue. Il n'y a pas de tranche à un moment donné. Tu dis, là, tu arrêtes, puis tu tombes au secondaire, puis tu tombes aux adultes, ou tu tombes à cégep, puis tu tombes à l'université. C'est le même individu qui continue. Puis la veille, il était au secondaire, le lendemain, il était au cégep. La veille, il était à la garderie, puis après ça, il était à l'école. C'est le même individu, alors c'est la même façon d'apprendre. On apprend en situation de vie. Puis il faut savoir comment évaluer, se questionner si la situation de vie, je l'ai bien gérée, puis est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Alors, je comprends qu'il y a une réaction présentement, puis il va toujours en avoir dans le futur, parce que c'est ça l'expérience du passé, c'est que quand on arrive avec un changement drastique, ça saute. Les changements drastiques, ils s'en viennent, là, changement climatique, technologie qui va à une vitesse effrénée. C'en est ça des situations stressantes. Comment on va les vivre? Mais c'est avec l'expérience passée, c'est de se dire,
Bien, il n'y a pas des recettes toutes faites. Il faut être toujours en situation de se dire « je suis prête au changement », autant comme élève que comme la personne qui va faire l'enseignement. Il faut qu'il se questionne sur « est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je vais être capable de le faire demain, puis il va falloir que je le fasse demain. Peut-être que je vais devoir me perfectionner tout le temps. » Alors, c'était ma réflexion sur... Il y a un passage du chapitre sur l'éducation permanente dans le rapport parent que j'aime bien, puis qui montre que peut-être les leçons qu'on a, on peut avoir des bonnes idées, mais pas les mettre en place. Ce chapitre-là définit l'éducation permanente comme et appelle, c'est une recommandation, à la création d'un système intégré d'éducation des jeunes et d'éducation des adultes dans la perspective de l'éducation permanente, pour faire ce que vous dites là, dans le langage de l'époque. Aujourd'hui, on dirait l'éducation tout au long de la vie ou l'apprentissage tout au long de la vie. On établit des morceaux, mais cette vision-là des arrimés et de suivre la personne, de ne pas gérer des moments, mais de suivre la personne tout au long de la vie dans une vision éducative qui est exprimée dans le rapport parent avec des mots des années 60, qu'on voit aussi à l'UNESCO avec des mots des années 90, 2000, 2010. On a cette force-là. Conceptuellement, c'est designé. Pratiquement, c'est pas mis en œuvre partiellement, là, à petits morceaux, mais pas systémiquement. Ça reste encore, on a le plan. On peut en tirer profit, c'est une force. Et là, les leçons qu'on peut tirer des réformes pour la mise en place d'un changement aussi dramatique, mais qui était conceptualisé en 60. Oui. Bonjour, Marie-Ève Quirion, Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation, CSQ. Alors moi, c'est sûr que j'ai un angle d'analyse très précis, conseillance pédagogique, orthophoniste, travailleuse sociale en FGA. Les travailleuses sociales en FGA, il y en a 4 au Québec en ce moment à temps plein. On en a 25 %. Est-ce qu'on en a plus que 25 J'écoute depuis ce matin et je me dis, il ne faut pas non plus perdre de vue l'importance des services universels qui sont offerts avec cette professionnalisation de la FGA. Et quand je parle d'universalisme ou d'universalité des services, bien, ça relève directement des services publics. Donc, lorsqu'on entend la question de la concurrence entre les organismes communautaires entre eux, moi, je dirais aussi la concurrence, voire la sous-traitance, avec le secteur public. Et on s'entend que les organismes communautaires et les services publics ont la même mission, les mêmes objectifs, mais pas du tout les mêmes obligations de résultats, disons, d'offrir des services à l'ensemble d'un territoire, par exemple. Et ça nous questionne, et je crois on est à des carrefours. Alors, oui à la diversité, oui au partenariat, oui à un certain éclatement, mais sans perdre de vue l'importance d'assurer l'universalité des services. Et je laisse ça en l'air aussi, mais quand la CAQ parle de faire des seuils de services professionnels dans les commissions scolaires, est-ce qu'on inclut ou est-ce qu'on exclut la FGA et l'AFP? La question va se poser aux acteurs et aux actrices de la FGA, de dire si, justement, on aimerait qu'il y ait dans tous les centres un accès à X nombre d'heures de professionnels. Vous voyez un peu les enjeux que ça soulève en termes de professionnalisation. Donc, il faudrait travailler ça d'un point de vue positif et ensemble, en prenant les expertises de tous les types d'organismes, mais sans exclure non plus cette possibilité de professionnalisation. Vous ouvrez une trame importante. Depuis 30-40 ans, comment les politiques d'universalité ont fait place à des politiques d'équité ou de ciblage de population, etc., et d'ajustement à des profils, au nom d'aider ceux qui étaient les plus mal pris. L'intention n'est pas nécessaire. Mais on a mis de côté cette idée-là de service public transversal qui traduisait, parce qu'on parle de droit à l'éducation, à un moment donné, on parle du bien public, là, bien commun, incarné dans des services étatiques ou dans la société civile par des services non commerciaux, là, gratuits, non commercialisés. Mais toute cette trame-là, je ne l'ai pas évoqué du tout, là, toute cette disparition-là d'une action universelle en éducation, puis dans bien d'autres domaines, là, mais si on prend notre petit bout à nous, l'éducation des adultes, au profit, au nom d'une noble intention, dans un contexte de ressources publiques plus limitées, de mettre le maximum de nos fonds pour aider les gens les plus mal pris. Tout le monde peut acheter cette idée-là pour cet angle-là. Mais il y a un bébé qui est parti avec l'eau du bain. J'étais dans une réunion l'autre fois, puis j'ai utilisé le mot revendication. J'étais avec des gens du CIUS de la capitale nationale. Ça frémissait dans la salle. C'est correct à l'ICA. Ouais. Ça va? Là, j'ai dit, c'est pas des revendications, c'est des propositions structurantes. Oui, on peut utiliser ça aussi. Ça s'est calmé un peu.
Ça pour dire que, en tant que bon vieux sociologue, la notion de rapport de force m'intéresse dans les leçons qu'on peut tirer du passé. Comment on a réussi, dans les 40 dernières années, à aller chercher des réformes qui amenaient de l'argent, mais aussi des solutions structurantes pour faire des changements. On est peut-être dû actuellement pour une autre réforme. Ça fait drôle à dire, mais j'ai l'impression, je pense pas nécessairement à notre nouveau ministre de l'Éducation, mais qui est un enseignant. Je le connais pas. Qui est-il? Que nous est-il permis d'espérer? Mais je pense que les leçons à tirer du passé, il y avait des coalitions, il y avait des syndicats, il y avait des mouvements progressistes. Le mouvement communautaire, peut-on le considérer? Je pense que oui, comme mouvement progressiste à l'appui de la CSQ ou d'autres syndicats, mais est-ce que c'est pas le temps de faire une montée au but là, sur la question de l'importance de l'éducation? Je pense que on a vu différents sondages. Ça semble important pour les Québécois, la question de l'éducation. On peut-tu faire du millage là-dessus pour créer un rapport de force puis faire une réforme qui permettrait d'inclure, rehausser l'éducation populaire, les budgets à l'éducation aux adultes? On est peut-être historiquement, parce que je pense que les réformes se font dans des contextes historiques particuliers, mais on est peut-être dû pour une réforme. Peut-être qu'on pourrait l'essayer. On a une journée et demie pour jouer avec l'idée. Non, mais par après, là, il va falloir que la journée et demie, on va tout repartir, on va être content, on va être une bière, on va être heureux. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses qui se passent qui pourraient être... Je suis pas politicologue, là, mais ni futurologue, mais c'est la notion de rapport de force. Quels seraient les éléments qui font qu'on peut faire un rapport de force sur ce gouvernement-là ou les suivants là, qui pourraient nous amener une réforme. Ce que vous évoquez, quand je disais tout à l'heure en introduction, l'ICA a une intuition. Ça a été au carrefour, on prend la température de l'eau un peu partout. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a un besoin. On l'a vu chez les jeunes, tous les mouvements qui ont encerclé les écoles, etc., que la population s'est réappropriée l'éducation. Mais quand la population répond que l'éducation est importante dans un sondage, il parle des jeunes, là. C'est la plupart du temps, je pense qu'on peut décoder qu'ils ne parlent pas de l'adulte de 42 ans. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes comme répondants de sondage, là, ils parlent de leur enfant. Mais on a une intuition qu'il y a quelque chose, qu'essayer de mettre notre petit grain de sel à réunir pour voir, parce que là, ici, là, pour cet événement-ci, on a invité largement, comme je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça peut prendre une forme concrète au-delà... Comme on dit en éducation, évaluer une activité d'éducation, il y a la satisfaction de participer à l'activité, mais il y a après aussi les apprentissages, les transferts et la transformation. Est-ce qu'on peut sortir d'ici avec des messages clés qui vont aller plus loin? Mais c'est un exercice de prendre la température de l'eau puis de voir est-ce qu'on peut avancer. Oui? Bonjour. Pardon. Mon nom est Suzy Navarre. Je suis de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Je ne suis pas habituée à le dire parce que c'est un nouveau nom qui était autrefois l'AQIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Alors, nous, on existe depuis 65 ans, pendant plus de 30 ans, où je me souviens plus du nombre exact, on avait un colloque annuel qu'on faisait et un congrès aussi annuel qui incluait un autre colloque en recherche pour divulguer la recherche en déficience intellectuelle. Donc, je pense qu'on faisait quand même de l'éducation. Ces colloques, ils s'adressaient d'abord aux parents de personnes qui ont une déficience intellectuelle, au personnel même, mais aussi aux intervenants. Et on a été obligé d'arrêter de faire ces colloques-là parce qu'il y a eu des coupures dans le système pour les intervenants qui, le gouvernement ne leur payait plus de formation. Donc, on était passé de 600 à 800 participants à peine 200. Ce que ça fait, évidemment, surtout avec les grands mouvements qu'il y a en déficience dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle, comme dans le milieu de la santé, il y a un grand mouvement de personnel, il y a une perte d'expertise et ça a vraiment un grand impact, en plus des coupures qu'ils ont eues puis qui sont dramatiques pour la déficience intellectuelle. Alors, des leçons à tirer du passé... Pour nous, on était mieux dans le passé que ce qu'on est là. Ouais. Il y a, je pense que tout cet aspect-là de l'investissement du gouvernement pour éduquer les gens.
C'est sûr que l'argent, c'est tout le temps l'éléphant dans la pièce, hein, parce que la plus belle voiture du monde sans carburant va faire du surplace. Ce qui est intéressant, c'est dans l'invitation large qu'on a fait, on peut penser que les centres de réhabilitation, c'est des centres de type hospitalier. Mais que fait-on dans un centre de réhabilitation? On réapprend son corps. On réapprend à utiliser son corps avec des limites différentes. Donc, c'est des centres d'éducation des adultes. C'est le sujet d'éducation qui est plus que l'éducation à la santé, qui est « je dois réapprendre mon corps ». Donc, c'est dans la perspective d'un monde d'éducation en énorme changement puis en éclatement qu'on a essayé d'inviter largement les gens, parce que pour nous, ils font partie de la famille d'éducation des adultes qui n'utilisent pas le mot, qui se voit dans l'univers de la santé, parce qu'on y apprend, les adultes y apprennent quelque chose, leur propre corps avec un membre en moins ou peu importe la difficulté. Bonjour. Je suis pas full à l'aise avec les micros. Moi, c'est Carl, en fond. Je suis intervenant dans ce qu'on appelle une école de la rue. Donc, c'est une école pour adultes, jeunes adultes, 16-24 ans, mais des jeunes pour qui ça ne fonctionnerait pas au FGA plus traditionnel. Puis je travaille au sein d'un organisme communautaire. Fait que dans le fond, mon intervention va se faire en deux plans. D'un, je voulais parler un peu plus de l'organisation communautaire, vu ça a été beaucoup quelques fois mentionné là, dans le début de la plénière. Je voulais revenir aussi sur, en prenant acte du passé, sur le fait qu'on se rend compte que les mouvements sociaux puis les cheminements sociaux qu'on a faits viennent beaucoup de l'éducation populaire. Puis je pense que les organismes communautaires ont un rôle à jouer là-dedans. Puis on se questionne puis on s'inquiète beaucoup sur l'avenir de cette éducation populaire-là au sein des organismes communautaires, étant donné le financement par projet et l'espèce de professionnalisation là, des organismes communautaires. C'est sûr que l'éducation populaire au sein de ces organismes-là est beaucoup même affaiblie. De par les différentes mesures puis les différentes mesures de financement. Ce qui fait que dans ce financement-là, c'est les organismes en éducation populaire qui ont pris le plus grand coup là, à travers les dernières années puis à travers les dernières coupures au sein des organismes communautaires. Donc, je me questionne sur l'avenir, sur comment va se faire cette éducation populaire-là, puis où vont s'en aller les jeunes et les moins jeunes par rapport à ça. Puis c'est d'autant plus questionnant, à mon avis, avec l'arrivée des médias sociaux, la montée du populisme, la montée de l'extrême droite au Québec puis à travers le monde. Donc c'est ça, fait que c'est toute une inquiétude par rapport à ça. Puis je pense que l'éducation des adultes au sens large a un rôle super important à jouer par rapport à ça pour l'avenir. C'est ça. Puis mon autre point, c'était plus par rapport au concret là, de mon travail, puis la réalité des jeunes que je rencontre qui ont passé à travers le secteur jeune avec comme plusieurs embûches. Je constate que malheureusement, sont un peu les victimes des différentes réformes ou des différentes choses qu'on a voulu faire. Souvent, ils ont des parcours, puis à travers leurs années d'études, on les a lancés à gauche, à droite. Puis je me questionne un peu sur l'utilité ou l'impact quand on veut justement, comme je me souviens plus qui mentionnait tantôt, quand on veut toujours, on cherche à améliorer, puis j'en suis conscient, puis il y a vraiment des bonnes choses à faire, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être tendance à faire les choses un peu trop rapidement, puis c'est les jeunes que je rencontre là, qui en subissent le plus grand impact parce que c'est des jeunes qui ont des grosses difficultés d'apprentissage ou des grosses difficultés au niveau personnel. Fait que c'est souvent ces jeunes-là qui se ramassent, OK, ben là, on fait des classes spéciales. Là, finalement, les classes spéciales, c'est plus bon, tu te ramasses là, à gauche, à droite. Donc, c'est ça, je pense que c'est ça, je m'en lève. Mais c'est bien de distinguer la différence entre, mettons, le secteur d'éducation populaire et l'approche d'éducation populaire, tu sais. Parce que puis c'est une bonne question, où est-elle aujourd'hui? Mais je pense peut-être le regard de regarder comment l'approche d'éducation populaire définie depuis 40 ans, elle, où elle est située, est-elle en train de se transformer? On a vu que au 19e siècle, l'éducation populaire existait au travers des journaux, au travers des mouvements sociaux, etc. Aujourd'hui, elle existe. On pourrait faire une journée et demie sur l'éducation populaire, où est le secteur et l'approche. Où est-elle? Comment se passe-t-elle? Les médias sociaux, etc. L'interculturel, la lutte antiraciste. Il y en a des sujets de société dans notre monde qui ne se feront pas dans le milieu scolaire ou ne se feront pas dans le monde de l'entreprise, vont se faire dans la société elle-même.
et nécessairement par de l'éducation populaire, mais que voulons-nous dire maintenant par éducation populaire, en gardant aussi à l'esprit qu'il y a un mouvement traditionnel, mais il y a tout un univers là, pour... entre autres, quand on sera dans les tables sectorielles, là, il y a une table sur autonomie communautaire dans le sens large, mais ça serait une très, très bonne discussion à avoir, là, l'avenir de l'éducation populaire, secteur, méthode, approche. Oui? On a une dizaine de minutes encore, donc c'est bon. Non, je dis pas ça pour dire faites vite, je fais juste... Non, mais c'est pas la première fois que je parle. Oui, ça. Regardez, il y a quelque chose, il y a un paradoxe, à mon avis. Plein emploi, avec des gens qui sont avec un niveau de littératie faible quand même, mais c'est plein d'emploi. Des problèmes, des enfants en difficulté, 1 sur 4 prématernelle, maternelle, aurait des problèmes, etc. Tu sais, dans le fond, tout est axé sur le secteur des jeunes. Historiquement, on ne l'a pas dit, mais le secteur des adultes, c'était une vache à lait pour le secteur des jeunes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Puis c'est un danger parce que quand on regarde les plans stratégiques des commissions scolaires, ça existe encore d'ici 4-5 ans, on ne sait pas, là. En tout cas, c'est terrible de voir la place qu'occupe. Donc, je pense que moi, j'avais une vision à faire, à proposer, c'est de reprendre nos billes, c'est-à-dire revendiquer réellement la place qu'on occupe comme lieu éducatif, en ajoutant effectivement tout ce qui se fait. Parce que là, les commissions scolaires, ils ne sont pas là. Il n'y a pas d'écoute. Le ministère, je ne sais pas. Puis je pense que l'ICA, le KFGA, la TRAC-FP sont en baisse au plan du financement à un très mauvais moment. Parce que là, on a le temps, on aurait le temps de regarder, de voir en perspective, etc. Mais encore, ça se mène au local. Ça se mène dans les commissions scolaires en disant l'éducation des adultes, ça vaut quelque chose. Ça renforce ce qui peut se faire au niveau des jeunes. Moi, on a parti avec d'autres, ma place au soleil, des femmes monoparentales en général qui étaient là, même si c'était ouvert aux hommes. On a vu des femmes se transformer, amener les enfants à l'école, puis il y en a qui se sont rendus à l'université, avec beaucoup de fierté. Ça, on disait que c'est comme négligeable. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Il faut que les commissions scolaires en soient conscientes. Puis je pense que, je le répète, vous devez être plus présents offensivement. Le KFGA, pareil, puis la TRAC, pareil. Vous êtes 3 organismes assez vous avez des profs là-dedans, vous avez des cadres, vous avez tout, Caroline, pour Non, c'est vrai, là. Ce qui se perd, ça reste perdu. Ouais. Parce que, je ne sais pas si vous venez du secteur des adultes, vous, parce que, excusez-moi de vous pointer, mais il y a actuellement des gens qui viennent au secteur des adultes à la direction, comme cadre. Ils viennent du secteur des jeunes. Donc, l'historique de l'éducation des adultes, ils ne l'ont pas. Et si vous n'en parlez pas, même lorsqu'ils se réunissent, parce qu'ils se réunissent de moins en moins d'argent, là. En tout cas, mais c'est grave, ça, là. Moi, je pense qu'il faut sonner les cloches nous-mêmes, parce que ça ne viendra pas de... Si je réinterprète un peu dans mes mots, je vais juste élever la question pour l'ensemble. On est des acteurs individuels, des acteurs de réseau, il y a du sectoriel, mais il y a aussi le mouvement de l'éducation des adultes qui est l'ensemble de tout ça. On pourrait reformuler, est-ce que le mouvement de l'éducation des adultes, présentement, réunit ses forces? Et, parce que le vrai paradoxe, c'est qu'on est tous convaincus que l'éducation des adultes est importante. Il y en a partout dans la société. On regarde Découverte à la télé, on surfe sur le web, c'est un peu partout. Puis il y a des exigences à n'en plus finir, comme citoyen, comme finances personnelles. Puis en même temps, on n'en entend jamais parler. Politiquement, on ne peut pas dire que c'était le sujet numéro 4 de la campagne électorale. Puis sans l'éducation des adultes, la trame le montrait, là, je dis sans l'éducation des adultes, il y a des grands moments dans l'histoire du Québec, l'éducation politique au temps des patriotes, l'alphabétisation au temps de l'urbanisation, ça a joué un rôle fondamental. Pourtant, chacun d'entre nous, on trouve qu'on n'entend jamais parler d'éducation des adultes, et pourtant, le mouvement est d'une force incroyable, pris dans son tout avec du scolaire à tous les ordres d'enseignement, du communautaire, mur à mur, partout au Québec, de l'alpha à l'éducation. Le mouvement syndical, le mouvement des femmes, le mouvement environnemental, on peut tous les additionner. On est tous ça, mais on est orphelin médiatique. Oui, mais en même temps, quelqu'un disait tantôt, je conclurai là-dessus,
Oui, ils nous ont eu par l'approche projet. Ils ont tout divisé les gens avec ça. Ça veut dire qu'effectivement, les gens, ce qu'ils font, c'est... Ils passent à peu près 2-3 mois à essayer de présenter un projet pour avoir l'argent qu'ils ont. Alors, au lieu que ce serait bien mieux de passer ce temps-là auprès des gens, à faire de l'éducation. Donc, ils nous ont pognés dans l'approche projet. Puis, il faut une reconnaissance des missions de base. Puis ça, c'est vrai même pour les services aux entreprises. Je vais prendre, excusez-moi, 2 dernières interventions. Je vois que ça s'active là-bas, puis... Bonjour, mon nom est Jamal Kanan. Je viens du Liban, puis j'ai commencé à enseigner ici au Québec depuis une vingtaine d'années. J'ai enseigné seulement en francisation. J'enseigne à la commission scolaire de Laval. Je suis aussi membre du CA du syndicat de Laval. J'ai pas vécu l'histoire de l'éducation des adultes, mais quand j'ai commencé à enseigner, je trouvais ça vraiment remarquable qu'on enseigne aux adultes au Québec. Mais je vais simplement me comparer moi-même, l'enseignante qui a commencé il y a quelques années à enseigner et l'enseignante aujourd'hui qui a participé à l'implantation du nouveau programme. Avant et aujourd'hui aussi, on a toujours eu en francisation le volet socio-culturel. Donc, on avait le temps de parler aux élèves de toutes les valeurs de l'intégration. Aujourd'hui, avec l'implantation du nouveau programme, on n'a pas le temps. Donc, l'organisation scolaire a changé, il y a des évaluations, les sessions sont plus courtes. On n'a plus le temps de préparer nos élèves. Ils apprennent le français, il y en a qui apprennent vite, d'autres non, qui bloquent, qui ont un rythme lent. Et aujourd'hui, dans la commission scolaire de Laval, il y a des classes qu'on appelle des classes d'appoint. C'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis, on n'a pas de service. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là aussi, c'est un autre questionnement que je me pose et que je vous adresse aussi. C'est une très bonne question. Surtout quand la demande est là. Souvent, on se dit « Ah, ils viennent pas », mais quand ils viennent, là, un coup qu'ils sont là, que fait-on? Pouvons-nous faire de quoi? Ouais? OK, allez-y. Vous aurez le mot de la fin. Sans stress. Michel Pelletier. Je pense qu'il y a une chose qui ressort, je dirais, un petit peu comme un dauphin dont on voit le dos sortir de l'eau de temps en temps, à savoir l'influence extrêmement déterminante des manières dont une organisation publique de l'éducation est faite, est pensée, est véhiculée, est placée, je dis, avec des règles et des règlements et tout ça. Peut-être qu'une des leçons à tirer du passé, je dirais, c'est lorsqu'on regarde ce qu'on est en train de faire avec d'autres mondes dans des situations réelles, de porter une attention particulière à ce que je pourrais appeler les tueurs de bonne loi. Les tueurs de bonne loi sont des gens qui, au niveau organisationnel, généralement, on les trouve chez des cadres. Je ne dis pas que tous les cadres sont des tueurs, évidemment. J'en étais un, je ne pense pas que j'étais un tueur. Mais j'ai vu des tueurs très actifs et très efficaces en essayant d'appliquer avec une bêtise consommée des règles, entre autres sur la compréhension qu'on a de résultats, entre autres à l'éducation des adultes. Dans la commission scolaire où je travaillais, à un moment donné, dans un secteur voisin du mien, donc l'éducation des adultes, je n'étais pas impliqué là-dedans directement, j'ai vu à un moment donné un début d'année scolaire où le génie organisationnel a créé la patente suivante. On va amener le plus grand nombre possible d'élèves nouveaux dans les classes d'éducation des adultes, formation générale des adultes, de sorte à pouvoir augmenter, aux yeux du ministre de l'Éducation, notre performance en termes de services à donner dans notre région. Donc, ça a voulu dire concrètement de porter le nombre des groupes à entre 35 et 45. Ça ne rentrait même pas dans les classes. Il fallait que les gens se tiennent debout. L'idée étant aussi de dire, c'est sûr qu'il y en a qui vont lâcher, mais de toute façon, on leur fera une offre de suivre des cours par correspondance sur une base individuelle par courrier. Donc, on visait sciemment d'éliminer la clientèle plus jeune
qui était une clientèle plus fragile, évidemment, au niveau de la clientèle adulte, parce qu'ils avaient déjà lâché le secondaire avant. Et là, on leur dirait maintenant, on te fait l'honneur de te débrouiller encore plus par toi-même. Ça a été, en tout cas, tous ceux qui ont été impliqués là-dedans, d'une façon la moindrement critique, ont grincé des dents, tapé du pied, tapé sur la table. C'est à l'antithèse, aux antipodes. Ça, c'est des tueurs. Okay? C'est ça que j'appelle des tueurs. Et les tueurs, ça ne sert pas... Les armes des tueurs, c'est des affaires organisationnelles et il faut être extrêmement critique par rapport au choix de mesures qu'on planifie à tous les niveaux. Puis chercher les tueurs, c'est peut-être une bonne question méthodologique. Un tueur, habituellement, est peu préoccupé de porter attention aux personnes, de les soutenir avec cœur, avec goût, avec patience, avec endurance, d'accompagner les gens sur des périodes de temps pendant lesquelles ils sont avec nous. J'ai entendu cette allusion-là dans d'autres interventions que j'apprécie. Finalement, on pourrait dire qu'un des besoins majeurs au niveau organisationnel général de l'éducation au Québec, c'est d'aller plus loin, de faire péter, je dirais, l'espèce de réflexe qu'on a depuis à peu près 20 ans, de gérer tout le système avec une approche top-down. Alors, toutes les rénovations légales qui ont eu lieu en éducation, formation des jeunes et autres, tout ce qui se passe dans les commissions scolaires, ont suivi un pattern constant, à savoir de donner plus de pouvoir au ministre, qui, lui, sachant ce qu'il faut faire, va imposer ça à tout le monde dans les commissions scolaires, lesquelles n'ont pas le choix d'imposer ça à tout le monde qui travaille dans l'intérieur de la commission scolaire et les établissements d'enseignement. Il n'y a pas de système actuellement institué pour permettre de faire émerger, à partir de la base, tout ce qu'on se dit ici, que tout le monde sait, pour autant qu'on travaille proche du pavé ou du plancher, et qui est magiquement ignoré, volontairement ignoré aux instances majeures, décisionnelles, ministérielles. Parce qu'au niveau des commissions scolaires, je trouve qu'ils ont le dos large pas mal, parce que plus tu coupes d'une façon récurrente les allocations à cette instance-là, eux autres, ils réinventent pas, ils n'impriment pas l'argent, ils n'impriment pas les ressources, les imprimantes 3D ne créent pas des enseignants. Tu sais, en tout cas, il y a comme une mission impossible au bout du compte. Ça nous prend une manière simple, sans réinventer la roue complètement, de servir d'instance actuellement existantes. Je pense au Conseil des commissaires, entre autres, puis en jasant avec des personnes au niveau syndical, cette idée-là était venue, pour faire remonter avec force légale le vécu de ce qui se passe en première ligne dans les établissements, dans l'organisation des services scolaires, dans les commissions scolaires, vers les personnes qui décident annuellement comment les allocations vont être faites. On peut, si vous me permettez, juste, on peut pour... cette question-là, on la laisse en l'air, là, parce que c'est l'idée de la force collective que je soulevais plus tôt, puis que d'autres ont soulevé, s'intéresse à ça. Puis vous soulevez, je vais le dire de même, là, sans cabotiner trop, la relation amour-haine entre l'éducation des adultes, l'andragogie, puis la bureaucratie et la structure, et ce milieu-là qui vient de la société civile, qui vient des communautés, qui vient depuis tout le temps, à un moment donné, rentrer dans l'univers scolaire dans les années 60. L'univers scolaire le fait rentrer. Et est-ce que la greffe a pris après 50 ans, 60 ans? Ça fait pas un siècle, là. La réforme par an, on peut penser que c'était dans l'ancien temps, là, mais je veux dire, la télécouleur existait, là. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Est-ce que ça prend pas... C'est-tu en 40-50 ans qu'on peut mesurer des changements d'importance ou c'est en plus grand temps que ça, parce qu'on a le nez collé sur tout le temps aujourd'hui, hier, là. Mais cette relation-là, cette critique-là, je la voyais dans des textes de l'ICA dans les années 70-80. Est-ce que la structure étatique n'a pas étouffé, peut absorber l'éducation des adultes sans le dénaturer? On va le dire comme ça, là. Est-ce que la structure, est-ce que l'andragogie, est-ce que l'approche individualisée dans son esprit andragogique, la greffe prend bien en FGA maintenant?
Ou est-ce qu'on est en train de vivre un rejet de greffe 40 ans après l'implantation, 50 ans? En résumé, je pourrais dire une phrase qu'il faudrait en finir avec la gestion par approche déclarative, où on décide que telle instance vont faire telle chose, parce que quelques personnes ont trouvé que c'était une bonne affaire, pour plutôt donner une importance que je pense qu'on n'a jamais eue, la pratique de la base, en remontant dans le système, pour instruire ceux qui décident en haut que leur vue colle pas. Alors qu'il faut ajuster les choses. Tantôt, on parlait qu'on n'a plus ça, l'éducation des adultes, répondre aux besoins des gens. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à enseigner en 1974, puis dans ces eaux-là, à un moment donné, j'ai aussi donné quelques formations en éducation des adultes, mais ma foi, on pouvait aller dans toutes les directions, là. Tandis que maintenant, c'est français, si vous me permettez, anglais, je vais maths. passer la parole. Merci. D'accord. Ici. Merci. Bonjour, mon nom c'est Olenka Tremblay-Levitsky. Je travaille pour un projet qui s'appelle l'École des parents. Donc, on est une des initiatives où on mélange enseignement différencié, éducation populaire, formation de base. Donc, ça vous intéresse, il y en a au moins une initiative comme ça qui toujours existe. Mais je fais aussi partie de... mon employeur, c'est le réseau, une des dernières CEDEC qui existent, qui était aussi une des premières. Donc, on fait beaucoup de services en employabilité. Mais là, ce que j'ai le goût de dire, puis on fait de l'accompagnement en formation de base. En fait, on a des conseillers au Centre Saint-Paul qui accompagnent les adultes en formation de base pour contrer tout ce qu'un adulte peut rencontrer. Hein, c'est pas comme un jeune. Donc, il y a toutes sortes de choses que je trouve super intéressantes. Puis moi, ce qui me vient avec tout ce que j'entends depuis ce matin, j'ai pas... c'est peut-être pas une force, là, puis je connais pas bien la politique, puis je viens d'apprendre que c'est François Legault qui a enlevé... qui a changé le ministère de l'employabilité avec, en tout cas, Emploi Québec avec l'éducation. Mais je ne suis pas nécessairement contre ce principe-là, même si je vois que ça a enlevé quelque chose. Je vois les mauvais côtés de ça, mais je ne suis pas sûre que c'est au niveau du principe, de l'idée de ça. Puis ça, je fais du pouce là-dessus. C'est peut-être au niveau de comment c'est appliqué. Alors, par exemple, Emploi Québec, moi, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est le concret. Il faudrait qu'on se base. Ça rejoint plusieurs idées de partir de la base, de remonter vers en haut. On a plein d'expériences sur des choses vraiment concrètes qui nous font obstacle. Puis c'est à partir de ces détails-là, d'une certaine façon, qu'on va pouvoir peut-être proposer des choses qui vont solutionner notre idéologie d'une certaine façon. Alors, je prends l'exemple, Emploi Québec, si quelqu'un veut participer à mon projet, bien, j'ai techniquement pas le droit de desservir aucun autre adulte qui est réfugié, sans statut. Donc, c'est ce genre d'exclusion-là. Fait que dans ces détails-là, je trouve que c'est là où on est un peu perdu et qu'effectivement, il faudrait que les gens du haut connaissent. Donc, une CEDEC, vous savez que c'est toujours des projets structurants du bas vers le haut. Donc, ça, ce serait important de ramener ça. Peut-être, effectivement, le jumelage le ministère de l'Emploi, ça a fait que les seules personnes qui ont accès à la formation de base, c'est ceux qui ont un objectif clair, précis. Donc, même quelqu'un qui pense retourner à l'école doit prouver qu'est-ce qu'il voudrait faire comme métier. Alors, qu'en général, ils ont des questionnaires d'à peu près 12 à 15 pages à remplir. C'est quasiment de l'orientation professionnelle pour décréter que je sais pourquoi je veux retourner finir mon secondaire. Il ne faut surtout pas dire qu'on veut finir son secondaire à un agent d'Emploi Québec, parce que sinon, c'est non. Si on mentionne qu'on veut faire des prêts et bourses, c'est non. Donc, il y a toute l'immigration aussi, la reconnaissance des acquis auprès de l'immigration. Donc, peut-être, je ne sais pas, là, c'est la formation des adultes, mais comment on permet cette... Puis là, c'est toute une question de chiffres, hein, combien je reçois d'argent, c'est plus payant pour une université d'avoir des gens qui rentrent dans le bac, qu'ils soient reconnus. Donc, il y a toutes ces choses-là, mais... Ça fait que c'est ça, moi, je voyais juste... Puis autant, je voyais aussi, puis je suis un peu coq à l'âne, là, parce que c'est juste des petits points que j'entendais, mais il y aurait la formation des adultes, mais je nous inclurais là-dedans, tu sais, dans le sens tous les professionnels du secteur enseignant, où on parle de la réforme, les gens n'ont pas nécessairement collé ou compris, mais il y a dans comment on s'occupe que nos formateurs, les professeurs, même si on est hyper scolarisé, puis on connaît plein de choses, puis on est super ouvert, comment on traduit ça réellement? Donc, je verrais une inspiration du côté communautaire des intervenants. Puis ça, il n'y a pas de reconnaissance facilement. Moi, ça fait 10 ans que je travaille pour l'École des parents, puis je recrute dans toutes les écoles, je fais toutes les assemblées de parents, toutes les remises de bulletins.
Vous savez, il y a peu de professeurs qui sont intéressés je leur offre du soutien, qu'on peut travailler avec les parents pour aider les enfants, puis on est débordés, je sais que tout le monde est débordé, mais cette connexion-là de « Ah, mon organisme communautaire, hey, je vais faire appel à lui, il voit les parents. » Moi, je travaille juste avec des parents. Puis je trouve aussi que, donc, ce maillage-là, je pense qu'on a des défauts là-dedans, on a une manque. Puis c'est sûr qu'il y a toujours une question de temps, mais si les gens savaient qui fait quoi puis comment, à ce moment-là, on pourrait s'inspirer, mais en fait s'entraider. Donc ça éliminerait peut-être de recommencer de choses. Puis je sais que je dois finir. Non, c'est correct, c'est bon. Puis l'autre chose aussi, il y avait c'est ça, comme l'affaire du travail ensemble. Puis je pensais à quelqu'un qui me parlait de l'enseignement. Puis oui, on a donné l'exemple du budget puis du CV. Mais je voulais aussi dire que il y a beaucoup d'organismes en employabilité, puis je trouve que là, il y a des centres de formation, d'éducation aux adultes, probablement à cause des affaires de projet puis de financement et tout ça, là, qui se donnent des missions d'employabilité, de former des gens qui rajoutent dans leur programme d'IS, les programmes d'IS, là, de créer de l'emploi, d'amener des gens vers de l'emploi. Fait que là aussi, il y a une espèce de bataille là, de financement, aussi parce que probablement que les ministères sont collés ensemble. Donc, c'est ça, il y a ces choses-là peut-être à voir pour être capable de s'entraider. Puis, l'autre chose que je dirais, c'est quand on parle on parlait CV, budget, je pense que c'est aussi, tu sais, c'est nos formateurs. Moi, il y a une chose que je trouve dommage, puis je ne sais pas si les enseignants trouvent ça dommage, mais je trouve ça, ils doivent se former, mais je trouve qu'on n'a pas de système dans l'éducation, peut-être, d'accompagner les professeurs. Souvent, ils sont démunis, ils se retrouvent devant des situations, tout est changé. Mais comment ils ont un accompagnement pour être capables d'identifier quelle formation qui les aiderait, qui améliorerait leur travail, leur vie quotidienne, soit avec des enfants qui ont des difficultés ou avec des adultes, immigrants, des compréhensions. Vous savez, par exemple, il y a des pays où il n'y en a pas de rendez-vous, là. Fait que nous, on est hyper structurés. Il y a des pays où on va pour voir le médecin, on a du cash, on y va, on attend. Si on n'y va pas, s'il n'y a pas de médecin, on attend. Puis ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas la notion du temps. Puis il y a toutes des incompréhensions aussi par rapport à ça. Donc je trouve que, tu sais, c'est le concret nous aiderait en fait à découvrir un peu des choses qui pourraient faire des liens. Parce que vous soulevez un truc que je trouve fondamental. Je trouve tout le temps quand on est dans le rush du quotidien, on oublie que 20 ans, c'est pas si long que ça. Emploi Québec, ça fait une vingtaine d'années. Mettons 5 années de mise en place, 95-2000, l'installation de tous les programmes, etc., etc. On est rendu à 3 ans. À un moment donné, ces trucs-là s'installent, on voit leur effet, puis ça a suscité, entre autres, tout un milieu de développement de l'employabilité, puis toute une machine, etc., de partenaires. Hein? À un moment donné, il faut prendre, je trouve, il y a des temps où on pourrait prendre du temps de réfléchir. J'ai souvent pensé que ça prendrait des états généraux sur Emploi Québec parce que tout le monde a quelque chose à dire sur Emploi Québec, de positif et de négatif. À un moment donné, on peut-tu vider la question puis améliorer puis passer à d'autres choses? Il y a comme une espèce de, depuis 5, 10, 15 ans, quelque chose, là. Mais si on prend du recul, ça fait juste 20 ans. Ça fait depuis 95 que la loi a été adoptée puis que ces trucs-là ont été créés. C'est pas si long que ça dans l'implantation d'un programme qui crée son écosystème, puis etc. Donc, pour l'avenir aussi, tirer des leçons. On pourrait faire aussi 3 jours, 1 semaine sur tirer des leçons de la mise en œuvre d'Emploi Québec et regardons vers l'avenir. Parce que ça a créé tout un milieu.